Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode! Pour vraiment donner et puis guider ces enfants qui sont beaucoup plus éveillés. On le voit ne serait-ce que dans la manière dont on peut les guider, dans la manière dont leur éducation se passe. Ils sont nettement moins formatables que nous l'étions. Ah bah ça c'est sûr. Ce qu'on a fait avec nous, ça ne marche pas avec, avec les loulous de la génération de nos enfants. Bonjour, je suis Liliane Desjums. Aujourd'hui, je reçois ma nouvelle invitée, Nathalie Martin, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de pouvoir partager un moment avec elle. Nathalie Martin est une coach en éveil de conscience. Elle vous aide effectivement à trouver, encore une fois, votre chemin. Donc n'hésitez pas à regarder cet épisode qui vous donnera de vraies clés et de vrais tips pour pouvoir avancer. Je vous dis très bel épisode et à très vite avec un nouvel invité. Be yourself. Just be yourself. Eh bien, écoutez, bienvenue dans mon émission Be Yourself, une émission qui est consacrée au développement personnel. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'accepter mon invitation, qui est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience. Je crois que je ne me suis pas trompée, Nathalie. Est-ce que… Tout est exact, tout va voilà, bien. tout va bien. Est-ce que vous pouvez, expliquer un petit peu ce que vous faites? Parce que je vous ai découverte, moi, sur YouTube. Je faisais une préparation pour un de mes podcasts sur un sujet et j'ai découvert toutes vos vidéos. Il y en a un sacré paquet. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper percutant. Vous donnez vraiment à chaque fois les tips pour que les gens s'y retrouvent avec des conseils bien listés, c'est bien rythmé et ça permet effectivement d'avoir des vrais conseils et des vrais outils de développement pour cette fameuse éveil de conscience. Pour ce fameux éveil de conscience, je vais y arriver. Du coup, Nathalie, bienvenue. Est-ce que vous Merci. pouvez nous dire qui vous êtes? Alors, comme vous l'avez dit, moi, je crée du contenu, je fais ma part, en fait, et ma part, c'est de contribuer à cet éveil de conscience actuellement. Donc, je suis coach en éveil de conscience parce que ça me tient à cœur d'accompagner des hommes et des femmes qui veulent avoir une vie qui fasse vraiment du sens. Pour eux, de plus en plus, on a besoin de ça. Et Oui, donc, c'est ce qui m'anime dans mon métier au quotidien et dans les vidéos que vous avez pu voir, effectivement. d'accord. Donc après, au-delà de ça, je suis une maman, je suis une femme en quête de sens aussi Mhm. pour ma vie et une amoureuse de la vie et de l'humain en règle générale. D'accord. Je crois qu'on est tous un peu en quête de ce sens. Alors, je mets des guillemets, parce qu'il y a quand même une grosse partie des gens en tout cas, qui ne se posent pas la question. Mais je crois quand on regarde vos vidéos et quand on voit ce que vous faites, effectivement, ça pose enfin, on s'interroge en tout cas. On se pose peut-être les bonnes questions pour pouvoir trouver ce fameux sens. J'ai vu en lisant votre biographie qu'effectivement, ce sens, vous l'avez trouvé finalement un peu, alors je ne sais pas si on peut dire tardivement, est-ce qu'il y a vraiment un délai pour trouver le sens de sa vie en vrai, ça n'a pas d'importance, même à 60 ans, même à 70 ans, si vous trouvez le sens de votre vie et Ouais, que vous finissez votre vie, c'est top en fait. Mais du coup, vous, c'est arrivé en 2010 après un événement c'est ça. malheureux qui a fait que, effectivement, vous vous êtes posé les bonnes questions et de vous dire, Nathalie, quelle est, quelle est ma mission de vie? Quel est le sens que je veux donner à ma vie aujourd'hui? Que j'arrivais pas à trouver. En tout cas, je me sentais pas pleinement heureuse. Et du coup, est-ce que vous pouvez donner, alors vous, c'est une histoire personnelle et autre, tout comme moi qui ai trouvé le sens de ma vie il y a pas très très longtemps finalement. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu le shift pour pouvoir faire ce qui vous plaisait en fait et ce qui vous apportait du bonheur? En fait, je crois que les questions, je me les posais depuis longtemps. Cet événement, la mort de mon père, en fait, m'a amené des réponses plus que des Mmh. questions. Mmh. Les questions, je les avais. Alors, pendant quelque temps, sans même être consciente que c'était des questions, je me sentais juste pas super bien Mmh. dans ma vie. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais je voyais pas ce que ça pouvait être parce que moi, sur papier, Ouais. j'avais tout.
tout ce qu'il fallait cocher. Quand j'étais petite, on m'avait dit faut avoir un mari, des enfants, idéalement un garçon, une fille, une maison, un job sécuritaire. Et j'avais tout ça. Tout. Et alors qu'on m'avait dit le jour où tu auras tout coché, tu seras heureuse, eh ben, j'arrivais pas à l'être. Et ça, c'était vraiment… Et d'une, c'était frustrant. C'était culpabilisant aussi parce que combien de fois je me disais mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce qui cloche avec toi, t'es pas foutue d'être heureuse, mais regarde les autres quoi, regarde les gens dans la rue, ils ont moins que toi et toi t'es là, madame elle se plaint et madame elle sera jamais contente. Et en fait j'étais dans ce questionnement là de savoir bon sang, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vraiment me sentir heureuse. Donc évidemment, comme beaucoup de monde, j'ai tenté les voyages, les fringues, les nouvelles chaussures, de changer un peu de trucs, d'avoir davantage, Changer de faire style. davantage. Mais il n'y avait rien qui m'amenait à un contentement durable. C'est-à-dire que cette espèce de manque, et puis cette peur de l'avenir, j'étais jamais sereine, ça revenait. J'avais des moments où j'étais bien, où je me sentais bien, mais à chaque fois, ça revenait. Et en fait, ce qui s'est passé à la mort de mon père, c'est que, et je me rappelle très distinctement, c'est le jour vraiment de sa sépulture. Je regarde là. Vous savez, il y a des moments où on a l'impression qu'on sort un peu de notre corps pour que la vie nous laisse le temps de bien réaliser ce qui est en train de se passer. Et ça a été un moment comme ça pour moi. Et ce jour-là, j'ai l'impression que la vie se met sur pause. Je regarde l'église et puis je vois qu'il y a plein de monde. Et la prise de conscience, elle est double. C'est un jour, ce sera toi qui seras là. Ouais. Et ce jour-là, si c'était maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? La réponse m'a fait mal parce que c'était un grand non. Non. Ben non, parce que je vivais que pour moi. J'étais assez égoïste, je donnais pas. Moi, donner, j'avais l'impression de m'arracher un bras. Donc, et puis, j'avais tellement peur qu'il me manque quelque chose. J'étais tellement dans le manque permanent que moi, je ne pouvais pas donner du temps, de l'argent. Donc, je vivais vraiment sur mon nombril. Ça faisait pas de moi quelqu'un de mauvais pour autant, mais j'avais vraiment pas de préoccupation de quelle est ma mission dans le monde, quoi. Moi, ma mission dans le monde, c'était assurer l'avenir de mes enfants, le mien. Enfin voilà, ça n'allait pas plus loin. Bien sûr. Et puis la deuxième, c'est de me dire mais la vie, elle est courte, quoi. Parce que moi, mon père est mort à 59 ans, à 3 mois de la retraite. Et combien de fois je l'ai entendu dire je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite. Ouais. Et une phrase de mon fils après le décès de son grand-père qui m'a dit mais maman, ça veut dire que j'irai jamais à la pêche avec papy. Bah ouais. Je dis bah ouais mon lapin, parce qu'effectivement c'était au programme dans plus tard quand Après j'aurai la du retraite. temps. Et là je me suis dit Nathalie, ta vie elle est courte aussi, donc ras-le-bol de même pas savoir qui t'es, d'essayer de tout faire pour que tout le monde t'aime bien, ras-le-bol de porter un masque en étant la gentille rigolote et j'en avais marre en fait de pas être authentique. Et la prise de conscience probablement la plus forte, ça a été il faut que je change de boulot. Moi, j'allais au travail la boule au ventre, j'avais mal au ventre le dimanche soir, j'aimais bien les jours quand je faisais pas beaucoup de cours, parce que j'étais prof de sciences physiques. Donc, ça se passait bien avec les enfants, j'avais une belle relation avec les collégiens, mais je sentais que si on avait arrêté de me payer, j'aurais pas continué pour la gloire, quoi. Donc, je travaillais pour payer mes factures parce que j'avais été élevée dans cet objectif-là. Et en fait, je ne savais pas du tout quoi faire à la place. Moi, j'étais sortie de l'école pour aller à l'école enseigner. Donc, j'avais toujours vécu dans le monde scolaire. Mais en fait, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et je pense que cette claque dans la face que la vie m'a donnée, à un moment donné, elle m'a court-circuité parce que le choc est tellement grand et la souffrance est tellement grande qu'on ne peut plus réfléchir et verrouiller les réponses comme on le peut dans d'autres temps quand on vit en mode pilote automatique. Et dans cet espace-là qui s'est créé, j'ai réalisé que ce que j'aimais vraiment faire avec les élèves, ce n'était pas des sciences physiques. C'était rallumer leur regard, parce que moi, voir un regard creux à 14 ans avec aucun rêve, aucune confiance en soi, de la résignation, du manque de courage, ça me rendait dingue. Et j'avais envie des fois de les secouer et puis de leur dire, mais vas-y, oui, tu as des difficultés. Et alors, va falloir que tu bosses plus que d'autres pour avoir le même résultat. Et alors, il est où le problème? Tu peux pas te cacher derrière ça pour dire, du coup, ça sert à rien que j'y aille. Si, on va y aller. Et puis ça me faisait triper. Et donc,
Je ne savais pas que ça existait, le coaching, parce qu'en 2010, le coaching était Ah ouais, beaucoup c'était plus le balbutiement. marginal. Comment? C'était le balbutiement, même pas. Hein, Ah bah oui, ouais, ouais. ouais. Mais j'ai demandé à Google, Et Google a métier trouvé. pour faire grandir les gens. Et il m'a trouvé que c'était le coaching. Puis de fil en aiguille, je me suis formée et puis j'ai créé mon entreprise. Ok. Waouh. Ok. Du coup, ça ne s'est plus jamais arrêté et ça a permis quand même un épanouissement par rapport à vous en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant que tout, en fait, finalement. Parce qu'une fois que vous trouvez votre mission de vie, je crois que tout déroule de façon tellement simple, en fait. Et vous vous rendez compte à quel point le temps a fait que, voilà, Alors, c'était alors de simple, façon dans le tellement simple. simple, oui et non. Non, mais ce que je veux dire par simple, c'est que ça devient évident, finalement. En tout cas, c'est une évidence quand on est à la bonne place. Oui. Même dans les moments, parce que les débuts ont été compliqués, parce qu'il faut le temps de se faire connaître. Moi, j'ai choisi et j'avais pas du tout envisagé ça. Comme quoi, on construit vraiment l'avion en plein vol, quoi. Mhm. Moi, je n'avais pas du tout de connaissances dans le monde de l'entreprise. On n'est pas du tout dans le monde entrepreneurial dans ma famille. Donc, créer une boîte, moi, j'étais dans la croyance, je sortais de la fonction publique. Donc, pour moi, le monde de l'entreprise, c'était difficile. En France, on ne peut rien faire, etc. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait effectivement avec de précieux coups de main. Oui. C'est dans ce sens-là où on peut se dire, c'est en tout cas fluide parce que quand on est au bon endroit et qu'on fait les bonnes choses, ça finit par marcher. Mais en même temps, c'est hyper initiatique en fait, Liliane. C'est-à-dire Mhm. que créer une entreprise, ça veut dire qu'on peut se cacher derrière rien. Moi, quand j'étais prof, je me cachais derrière, je suis prof, donc les gens savent tout de suite ce qu'on fait. Je suis coach en éveil de conscience. Déjà, on voit un peu moins, donc il va falloir en savoir un petit peu plus. Donc, il n'y a pas de référence. Moi, quand je me suis lancée, il n'y avait pas de référence là-dessus. Euh, En plus, au début, c'était plus une caricature du coaching. Aujourd'hui, le coaching, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît sa puissance. Bien sûr. Il y a quelques années, c'était plus une caricature du coach qu'autre chose. Donc, il y avait aussi beaucoup de croyances à faire évoluer là-dessus. Et puis, moi, j'avais du chemin à faire. Parce Mhm. que moi, qui n'avais pas du tout confiance en moi, avait très, très peur du regard de l'autre, une entreprise, en fait, c'est un ascenseur à développement personnel. Parce que là, on ne peut pas se cacher et puis on y va, quoi. Donc, Faut être un peu fou quand même pour être entrepreneur, on est d'accord. Mais en même temps, comme dirait l'autre, mais en même temps, c'est quand même une fois que, en tout cas, vous avez, comme vous le disiez, trouvé le chemin, le sens à votre vie, ouais. etc. C'est quand même hyper exaltant, quoi. C'est à la fois hyper flippant, mais hyper exaltant. Mais en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est mais qu'est-ce que je me sens vivante, quoi. C'est ça. Parce que pour moi, c'est vraiment passer de la survie avec j'ai peur qu'il se passe ceci, j'ai peur qu'il se passe cela, j'essaye de tout contrôler. C'est ce qui est très déstabilisant aujourd'hui parce que la vie, Mhm. elle nous montre que tu crois contrôler des choses, tu ne contrôles rien. Rien du tout. Essaye déjà d'être maître de toi parce que c'est ça en fait. La mission de vie, pour moi, oui, c'est un travail, mais pour moi, c'est déjà assumer pleinement qui tu es. Mhm. Te connaître, c'est pas possible. Il y a tellement de personnes qui quittent ce monde sans Sans s'être se connaître, connues bien sûr. elles-mêmes, Mhm. sans savoir qui elles sont, sans savoir ce qu'elles veulent. Et c'est normal parce qu'on ne nous a pas incité à ça. On Non. nous a incité, dans un premier temps, à aller chercher qui nous étions depuis l'extérieur. Donc, et on est au bout de ce système-là. Et heureusement, depuis un certain nombre d'années maintenant, ça bouge. Et on a de plus en plus envie et besoin de sens. Et la période que l'on vit là invite de plus en plus de personnes qui peut-être se posaient pas de questions avant. Mais quand on enlève le faire et quand on enlève l'avoir, il reste quoi? Il reste l'être. Et voilà qui je suis. Et des fois, c'est flippant là en ce moment. Mais en même temps, derrière chaque chaos, il y a une percée extraordinaire qui peut se faire si on le fait de la bonne manière. En tout Et cas, si si on on a trouve la envie de bonne le manière faire. pour nous Oui, si on a envie de le faire et aussi, si hein, on a parce que envie de le voilà, faire et si on s'engage à le faire c'est parce que ça. c'est un chemin initiatique. Le mien, le vôtre, notre chemin est initiatique et on a toujours les deux options. Quand on Mhm. voit la difficulté ou quand on voit l'évolution, c'est le faire ou pas. Et ça, Mm. on est 100% responsable de ça. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Bon. En tout cas, je crois que
Voilà, l'exemple que vous vous avez donné, bon, le parcours de vie de chacun est différent effectivement, mais Oui, finalement, c'est souvent, un événement qui soit positif ou négatif qui fait quand même prendre conscience et évoluer. Après il y a des gens qui effectivement se posent la question dès le départ et se disent: «Bon, moi je veux faire ça, c'est clair dans ma tête, c'est mon chemin de vie» et autres. Mais on peut toujours en changer en cours de route. Ça, c'est la tout à première fait. chose et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce chemin, il y a tellement de façons d'évoluer dans ce chemin que c'est Mmh, pour moi, c'est, comme dirait, je ne sais pas qui d'ailleurs, «Sky is the limit» et on a des potentialités énormes une fois qu'on a ouvert justement ce champ des possibles. tout à fait. Alors parlons on part dans le vif du sujet là, parce que, du coup, vous aidez quand même les gens à peut-être, reprendre confiance en eux, maîtriser leurs émotions, avoir une pleine conscience de qui ils sont. Mmh. Voilà, ça passe par différents outils. Est-ce que vous pouvez, par rapport au coaching que vous faites, par rapport aux formations que vous faites, me donner quelques outils? Alors pas universels parce que chacun est différent, mais en tout cas, des choses qui reviennent de façon un peu récurrente? Ce qui revient de façon récurrente et c'est vraiment un de mes chevaux de bataille, c'est comprendre comment fonctionne notre ego. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée à croire que les personnes qui avaient un ego surdimensionné, c'était celles qui écrasaient les autres, c'était mais pour qui il se prend celui-là? Moi, j'étais pas concernée par ça et je pensais qu'un ego, bah non, j'en avais pas. Et ma vie a radicalement changé quand j'ai découvert que, bah, si, j'en avais un et qui faisait un travail extraordinaire pour vraiment me plomber et faire en sorte que je ne touche à rien Oui, de surtout. ce qui était en place. Et quand j'ai ouvert les yeux là-dessus, et pour moi, c'est une grosse partie de l'éveil de conscience, c'est vraiment prends conscience de comment tu fonctionnes, prends conscience des deux parties de toi, parce qu'il y a une partie qui est plus, on pourrait appeler on lui donne le nom qu'on veut, le moi profond, l'être supérieur, notre partie divine, en tout cas, ou notre intuition, peu importe, parce que Mmh. parfois on s'attache à un mot de vocabulaire alors que peu importe le nom que je lui donne, c'est une partie que j'ai en moi, cette partie de ressenti, et on l'a Bien sûr. tous. Hein. Oui. Combien de choix on a déjà fait en disant je le Je sens comprends pas, pas. mais on y va quand même. Et quand on y va quand même, on comprend pourquoi on ne le sentait pas et on se dit ah ouais, j'en Tu étais aurais dû sûre. Bah oui, m'écouter. j'en étais sûre. Pourquoi tu l'as fait si tu en étais sûre? Mais on a une partie de nous qui est tellement raisonnable que bah, des fois, on fait des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on ressent. Et Bien moi, sûr. mon message, ça peut être le fait de réfléchir moins et de ressentir plus. Mmh. Parce que combien d'infos cette partie-là de nous qui sait, qui n'est pas du tout inquiète, qui sait très bien ce qu'on est venu faire là, qui sait très bien quelle est ma place, qui sait très bien que j'ai de la valeur, qui n'a pas du tout besoin que les autres lui disent oh, mais qu'est-ce que tu es génial pour savoir qu'elle l'est. Cette partie-là de nous, elle passe son temps à nous donner des messages et des ressentis. Mais on ne l'entend pas parce que l'autre partie de nous, elle est hyper Elle est bruyante Ouais, elle est en très fait. puissante. Ouais. On réfléchit tout le temps, on a un tas de peurs, on a vraiment une radio en permanence dans la tête qui fait qu'on ne peut pas entendre ce petit pépiment d'oiseau qui est pourtant tellement précieux avec le bazar que l'on a à l'intérieur de notre tête. Je pense qu'on Mmh. est victime du je pense donc je suis. On a cru à ça, ça remonte quand même à plusieurs centaines d'années, il faudrait juste faire une petite mise à jour, simplement pour se dire nous pensons, et c'est extraordinaire, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir et de notre cerveau dans une entreprise ou dans n'importe quel projet ou dans n'importe quelle vie, on a besoin d'avoir cette phase de pensée, de stratégie, etc. Mais avant tout, nous sommes des êtres émotionnels et ça, on l'a oublié. Mmh. Et de se reconnecter avec ce que je ressens, c'est extrêmement important. Donc, pour répondre plus directement encore à votre question, simplement de prendre conscience de cette partie de nous qui est sans cesse en train de juger, en train de critiquer, en train d'avoir peur et en train finalement de me retenir par la manche dès que j'ai un truc que j'ai envie de faire. Il débarque avec ah bah oui mais tu peux pas. Et ça Mmh. peut être un premier signe pour le reconnaître. C'est le oui mais. Je dis souvent que c'est la manière polie qu'il a de frapper à notre porte en disant tu croyais que tu allais réaliser ton rêve? Tout. Viens donc là, viens voir, viens voir. Allez, reste là, sois raisonnable. Le fameux soyons raisonnables, quoi. Mais on meurt d'être raisonnable.
aujourd'hui avec un autre outil qu'on peut utiliser. Hein, c'est un outil tout simple pour faire un choix. On nous a appris quoi? À faire 2 colonnes pour, contre, Et pour contre. faire des choix qui viennent bien de la tête. Ça ne marche pas, ces choix-là. Ça nous emmène à faire des choix à contre-cœur la plupart du temps. Et à force de faire des choix à contre-cœur, ben, on atterrit dans une vie où une de mes clientes me disait dernièrement, avant qu'on commence à travailler ensemble, elle me dit, tu sais quoi, j'ai l'impression de marcher à côté de ma propre vie. Bah, De c'est souvent le regarder, cas. tu sais, Ouais, ce que le tu as train passé. construit. Mais c'est ça, tu regardes ce que tu as construit, puis tu dis, mais ça ne me ressemble pas en fait, Ouais. c'est pas moi. Et c'est ça qui se passe quand on fait notre vie uniquement avec comme moteur nos conditionnements, nos schémas, nos peurs, notre manque de confiance en nous. Moi, il y a 2 questions qui sont des outils à elles-mêmes. Je dis souvent à mes clientes que rien qu'avec ces 2 phrases-là, mais on change notre vie. La première, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et ça, quand on a un choix à faire, ça éclaircit tout de suite la route. À chaque fois que j'ai posé cette question-là en séance, à chaque fois, alors que la personne venait de me dire « Ah bah ouais, mais là, tu vois, je ne sais pas du tout quoi faire. » Combien de fois on se fait croire qu'on ne sait pas? Parce que tant que je Alors, me on dis « sait Je ne très sais bien. pas », ça Il n'y a veut pas dire de, que il y a pas de risque. je ne bouge pas. C'est ça. Ah bah ouais, là, je ne peux pas me mettre en chemin parce que du coup, je Bah non, je ne ne sais sais pas. pas. Je ne sais pas. C'est con, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais quand on en arrive à se dire, mais qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et là, c'est tout de suite le, ah bah si Ah, bah, j'avais je pas ferais peur, ça. je ferais ça. Bah oui, Voilà. c'est tellement plus Et là, simple. mais Vous envoie la on peur. a, on a la réponse. Et la deuxième question, après, il faut avoir le courage de suivre son chemin. Mais Bien sûr. si effectivement j'attrape pour bon cette réponse à qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, c'est extrêmement puissant parce que ça veut dire qu'il est là mon chemin. Il est là mon chemin. Je dis souvent en m'amusant que pour moi, la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Pourquoi on a peur de faire quelque chose? C'est parce qu'on attend de le faire et parce qu'on sait très bien au fond de nous que notre chemin passe par là. En m'amusant, je dis souvent à mes clients, vous savez, moi, j'ai pas du tout peur de rater l'élection de Miss Monde l'année prochaine. Mais alors, pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concernée en fait. Je sais très bien que mon chemin, c'est pas d'aller la préparer. Si je savais que mon chemin passe par là, si j'avais au fond de moi cette ambition, mais je serais morte de trouille de préparer l'élection. Et comme effectivement, je sais que c'est a priori, je suis pas Il n'y a pas de grande concernée, chance que j'aille là-bas. je suis pas concernée par le podium, eh ben, bizarrement, ça me fait pas peur du tout. Et c'est la même chose dans nos vies. Pourquoi j'ai peur de faire quelque chose? Parce que je sais très bien qu'au fond de moi, cette envie-là, elle pousse. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que c'est pas à cause de la peur que je fais pas quelque chose. C'est à cause du fait que j'ai pas compris ce qu'était la peur. Et ensuite, la deuxième question, c'est qui je veux être. Pour moi, plus que jamais, elle est d'actualité, cette question-là. J'ai envie d'être qui en tant que maman? J'ai envie d'être qui en tant que professionnelle? J'ai envie d'être qui en tant qu'épouse? À chaque moment, on a la possibilité de redéfinir qui on est et qui on veut être. Et ça, c'est extrêmement puissant. On n'est pas encrouté et enfermé dans une personnalité, dans un personnage. Quand on est dans l'éveil de conscience, on est conscient que chaque jour nous donne l'occasion de nous réinventer. Alors, il y a un côté stressant et flippant. Et en même, ça c'est l'ego qui a peur de ça. On se dit oh là là, je vais plus être moi-même. Évidemment que si. Tu vas être toi-même dans une version qui te convient et pas dans une version qui est le résultat de toute une chaîne de conditionnement en fait. Ok. Bon, vous notez bien tous les conseils, hein, j'espère, hein, ceux qui regardent l'émission. Alors, j'ai une question parce que du coup, ça, c'est effectivement évident, enfin non pas évident, mais en tout cas, quand on recherche son chemin et qu'on se pose les bonnes questions, on peut arriver au résultat qui est escompté, à savoir, je vais aller dans mes peurs et je vais aller affronter mes peurs pour pouvoir obtenir le résultat que je souhaite. Mais il y a des gens qui ne se posent pas la question parce qu'ils ont peut-être un problème d'estime d'eux-mêmes ou d'amour d'eux-mêmes qui fait qu'ils ne se sentent pas légitimes d'obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça à donner, par rapport à l'estime de soi? Alors ça, c'est un credo que moi j'ai, du coup, de redonner de l'estime aux gens, enfin, qui se redonnent de l'estime à eux-mêmes, du coup, pour pouvoir développer cette partie de qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire dans ma vie? Ouais. Mais du coup, sans l'estime, c'est un peu compliqué. Je pense, oui, mais en même temps, pour moi, c'est l'œuf ou la poule. Oui, C'est-à-dire que vraiment,
Si j'ai une basse estime de moi et que je continue à vivre comme quelqu'un qui a une basse estime de lui-même, ben, je vais encore avoir moins d'estime pour moi. Bien Parce que sûr. tout ça, ça s'alimente. Et à un moment donné, j'ai deux options. La première qui est choisie par beaucoup, je vais attendre d'avoir de l'estime pour moi pour faire les choses. C'est-à-dire que je vais me dire maintenant, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'estime personnelle ou parce qu'elle est basse ou parce que je n'ai pas confiance en moi, donc ben, je ne peux pas le faire. Je vais attendre. Mais moi, ma vision de ça, c'est que si c'est l'option que je choisis, je n'ai pas fini d'attendre. Ouais. Parce que l'estime de soi ou la confiance en soi, ça ne surprend personne au pied du lit un matin. Il n'y a pas un matin où on se réveille en se disant « Oh, mais attends, il y a un truc qui a changé, c'est pas vrai aujourd'hui. » Ça, c'est jamais. Donc, soit j'attends, moi, ce n'est pas mon option, soit je me mets en chemin. D'accord. Et donc, il y a vraiment, encore une fois, dans le qui je veux être, ça peut donner des clés. Encore une fois, dans le faire comme si, ça peut donner des clés. Moi, pour savoir que j'aime, je suis très, si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous savez que je suis très pragmatique et terre à terre comme femme. Pour savoir que j'aime les fraises, il faut que je goûte les fraises. Pour savoir que je m'aime moi, eh bien, il va falloir que je me goûte aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir que je parte à ma rencontre. Il va falloir que j'arrête de me fuir, que j'arrête de fuir les moments de solitude, les moments, moi, quand j'avais vraiment une basse estime de moi, je faisais en sorte de ne jamais être toute seule. Être seule, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie en sa présence quand on ne se connaît pas, quoi. On n'a pas envie, il y a une espèce de vide, il y a une espèce de silence, alors on va le meubler avec de la télé. C'est ça. On se fuit. Donc, la première des clés pour moi, c'est d'arrêter de se fuir, puis de se regarder. Et puis de se regarder en conscience, avec bienveillance, sans complaisance. Ça, c'est important aussi pour moi parce que la complaisance, ça ne permet pas l'évolution. Il y a des choses que j'aime en moi et puis il y en a que j'aime pas. Au tout début de l'estime personnelle, la colonne « ça, j'aime pas », elle est remplie. Et puis ce que j'aime, il y en a nettement moins. C'est un exercice que… Non. Et puis, c'est un conditionnement aussi. Moi, c'est vrai que quand je travaillais encore dans l'enseignement, c'est un exercice que je faisais faire aux enfants, de dire tu prends une feuille, tu mets tous tes défauts. Alors là, on y allait, il n'y avait pas de souci, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, etc. Et quand je leur demandais de faire la même chose avec une autre feuille et de noter leurs qualités, alors là, par contre, je voyais les yeux en l'air en disant ah, mes qualités, qu'est-ce que j'ai comme qualité? Parce que on a tellement été élevés à ne pas se mettre en valeur. Quand on disait une qualité, par exemple, quand on disait bah voilà, moi je suis intelligente ou je suis… moi, souvent, c'était bah, ça va les chevilles l'autre. Alors que quand on va dire un de nos défauts, exactement. Et puis le pour qui tu te prends, il est cassant, ça. En ayant vécu là-dedans en termes éducatifs, mais tu te prends pour qui, sous-entendu, mais t'es rien, quoi. C'est clair. On a fini par croire ça. On n'est rien. On a fini par adhérer au fait qu'on n'était pas assez ou on était trop. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que ça n'allait pas. Et c'est ça le gros souci, un des gros soucis et un des gros handicaps aujourd'hui, c'est le manque d'estime personnelle. Parce que quand je ne m'aime pas moi, comment je fais pour aimer la vie? Je ne sais pas. Et comment je fais pour aimer les autres, mais les aimer vraiment? Ben, je ne sais pas non plus. Ce que je fais envers moi, je le fais envers la vie et je le fais envers les autres aussi. Et donc, pour être plus à l'aise dans sa relation à la vie, dans sa confiance dans la vie, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'autres options si ce n'est faire confiance à la vie. Et ben, le point de départ, ça peut être d'avoir une estime personnelle, de partir à notre rencontre, de se dire c'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais je vais arrêter d'attendre de moi de l'être, puis je vais me regarder bien d'en face parce que oui, j'en ai des défauts, de ce que j'appelle des défauts en tout cas, des zones d'ombre, et en même temps, je ne suis pas que ça. J'ai aussi des talents, j'ai aussi des zones de lumière, et en tout temps, je vais choisir quel côté de moi je vais pouvoir alimenter. Et c'est important, ça aussi, d'avoir cette vue claire de personne n'est tout blanc ou tout noir. On est tous, et encore plus maintenant, on travaille dans le gris, quoi. C'est que je suis tout ça. Je suis à la fois gentille et méchante, je suis à la fois généreuse et pingre. Et à tout moment de ma vie, je choisis quel est le côté de moi que je veux alimenter. Et aujourd'hui, moi, j'aime cette idée d'échelle. Je prends vraiment…
je pars du principe qu'il n'y a rien qui soit une fatalité. Ma vie m'a mené à avoir une mauvaise estime de moi, mais si je le décide, je peux petit à petit découvrir que être moi, bah, c'est chouette. Voilà, c'est juste ça. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, Liliane, de ne pas quitter cette terre sans s'être donné de l'amour à soi. Je pense que c'est ma première mission, c'est la première mission de chacun de nous finalement. Mais c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que se donner de l'amour, en tout cas quand on n'a pas appris à le faire, ça faisait l'objet d'un de mes podcasts du coup, et c'est vrai que c'est un Mm. exercice qui devrait pour moi être appris depuis la plus tendre enfance par nos parents, mais comme nous-mêmes Ouais. n'avons pas appris et on n'a pas pris conscience de ça et que c'est compliqué en fait. On est dans un cercle finalement, un cycle qu'il faudrait arriver à casser. Et vraiment, en aidant, comme vous le faites et comme moi je le fais au quotidien avec mes coachés, en les aidant eux, je me dis que j'aide quand même la génération d'après finalement, les enfants les Mm. adultes de demain, qui vont recevoir une éducation en ayant pleine conscience que voilà, le fait de s'estimer, le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est encore un autre niveau, mais en tout cas, d'apprendre ça dès le plus jeune âge, c'est quand même vachement mieux quand vous êtes adulte. C'est clair. Et c'est touchant de voir que alors, la génération qui suit aura d'autres défis Oui, bien sûr. parce qu'il y a un temps divin pour chaque chose, donc chacun a ses défis. Je pense que, en tout cas, moi, je me considère comme étant d'une génération charnière Mmh. pour vraiment donner et puis guider ces enfants qui sont beaucoup plus éveillés. On le voit ne serait-ce que dans la manière dont on peut les guider, dans la manière dont leur éducation se passe. Ils sont nettement moins formatables que nous l'étions. Ah bah ça, c'est sûr. Ce qu'on a fait avec nous, ça ne marche pas avec, avec les loulous de la génération de nos enfants. Et c'est un vrai cadeau de faire en sorte de leur donner des clés de compréhension, des clés de connaissance d'eux-mêmes. Mmh. Aujourd'hui, et je le dis souvent, hein, moi j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui vivent leur vie sans aucun outil de compréhension, de conscience, aucun outil pour maîtriser leurs émotions, je me dis déjà que même quand on est outillé, la vie est rock'n'roll par moment. Mais alors, être comme ça dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans ces aides et sans ces outils, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Encore faut-il en avoir conscience. Tout à fait. Voilà. Je crois que la plupart des gens, comme on disait tout à l'heure, regardent le train passer sans avoir conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est là où effectivement, ce que vous faites, ce qu'on fait est important. Et voilà, vulgariser un maximum ce type de Ouais. choses pour que les gens se secouent un peu et prennent conscience. Combien de personnes je reçois, ils se sentent mal dans leur boulot, leur couple ne va pas bien. Pourtant, comme on le dit sur le papier, tout est écrit, voilà, tout est beau. Mm. Mais en réalité, vous ne vous sentez pas bien et on peut parler de ça, même à des gens, je parle des stars ou des choses comme ça. Vous avez l'impression que leur vie, c'est de la paillette, mais en fait, ils se sentent Mm. tellement seuls et que ça Mm. en est désespérant. Et du coup, je me dis qu'effectivement, en ayant un vrai message, envers la jeunesse et envers, nos enfants, ça peut vraiment changer les choses. Alors, votre titre finalement, éveil de conscience, me fait penser aussi à quelque chose d'un peu plus spirituel. Alors, je ne sais pas si Mhm. c'est le but ou pas, mais du coup, est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous avez des choses que vous utilisez qui peuvent permettre de, de, de comprendre, d'analyser la fameuse intuition dont on parlait aussi, et bah, d'être un peu plus émotionnel, intuitif que la moyenne? Alors en fait, oui, dans la conscience, c'est une conscience globale. Mhm. C'est une conscience de qui je suis et dans quel monde je vis. C'est une connexion à soi, mais c'est une connexion à plus grand que soi, encore Mhm. une fois. Et ça a été probablement la plus grande évolution dans ma vie, parce que moi, j'étais d'une formation scientifique, Oui. donc prof de sciences physiques, j'ai toujours baigné dans les sciences. Pour moi, c'était, je suis hyper cartésienne. D'ailleurs, je le disais souvent parce que c'est bien en plus de dire ça, dire ah oui, non, mais moi je suis cartésienne. Quand on dit ça, on a tout dit. On a l'impression que ouais, moi je suis intelligente, tu me la fais pas et voilà. Et en fait, j'ai vécu longtemps comme ça.
Et puis la vie a fait que elle m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des choses que je voyais et puis il y en a d'autres que je pouvais ressentir. Mhm. Et là, ça a été une grande bascule parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, alors chacun, je parle beaucoup de spiritualité dans mes Mhm. coachings, mais je n'associe pas la spiritualité à une religion. Pour moi, on a tous notre Je suis définition. d'accord avec vous. Mm. Je ne dis pas que c'est pas que la spiritualité pour certaines personnes ne peut pas passer par une religion. Parfois, c'est un moyen, mais c'est juste pas la mienne. Mhm. Moi, je me considère comme étant un pont en fait entre la matière et la spiritualité. Et de ce pont-là, j'aime mettre le curseur au bon endroit pour faire en sorte que on spiritualise la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit blanc ou mal. L'argent n'est ni bien ni mal. Si la position du curseur est à la juste place, l'argent peut être quelque chose de spirituel. Donc en fait, pour moi, la spiritualité que j'enseigne effectivement à mes clientes va être une spiritualité qui les invite à se connecter à elles et puis à se connecter à plus grand qu'elles. J'ai pas de dogme par rapport à ça, j'ai pas de règles parce que finalement rien que d'installer par exemple la méditation Mhm. dans sa journée va faire qu'on va avoir une connexion différente, des ressentis différents et ça c'est propre à chacun. Bien sûr. Mais en tout cas de créer cet espace et puis de créer aussi de la pleine conscience dans notre quotidien, des moments où je vais être pleinement concentrée, pleinement présente à ce que je suis en train de faire, je m'aperçois que quand mon cerveau ralentit, je peux recevoir effectivement des Mm. infos, une idée, Alors pour certains, ça vient d'ailleurs, mais pour d'autres, ça vient non, de moi, c'est juste une idée que je n'arrivais pas à entendre, peu importe. Mais en tout cas, c'est une idée qui mérite d'être suivie. Et je vois, moi, ce que m'a appris ma spiritualité, qui est une spiritualité très ancrée ici et maintenant, parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne me suis pas incarnée en toge orange dans une grotte. Moi, j'ai une vie qui est une vie dans un monde matériel avec un vrai mari, des vrais enfants, un vrai travail. Donc, c'est une spiritualité pour moi qui est adaptée à ce quotidien-là et qui fait en sorte d'avoir une connexion et une vraie confiance dans la vie. C'est ça que m'a amené la spiritualité, en fait, c'est une foi. Et une foi inébranlable, même dans les moments où c'est dur, comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui, d'avoir une foi que la vie finit toujours par retomber sur ses jambes et la vie, c'est ce qu'elle fait. Chacun de nous a c'est-à-dire que la vie, c'est ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que je vais être assise en lotus 12 heures par Bien jour en sûr. disant non, non, ça va, tranquille. La vie, c'est ce qu'elle fait. Non, non, on ne bouge pas, les gars. Non, 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 on a tous notre rôle à jouer. Mais Mm. si je veux jouer mon vrai rôle, il faut que je sois connectée à moi et que je sois à l'écoute de mes ressentis. Parce que c'est ça aussi de la spiritualité pour moi. C'est de dire, je le sens pas. Je le sens, j'y vais. Je le sens pas, j'y vais pas. Mhm. Et c'est vraiment une spiritualité du quotidien, d'être à l'écoute de ça et puis de cultiver cette foi. Ok. Bon. Encore une fois, j'espère que vous prenez des notes parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que, en plus, on est sur la même longueur d'onde, donc je bois les paroles, mais en vivant aussi la chose de la même façon que vous, en termes de spiritualité. Voilà, moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas lié nécessairement à une religion, mais encore une fois, chacun est libre Ouais. d'utiliser sa spiritualité, en tout cas de le faire comme il l'entend. Et si ça vous apporte du réconfort, du bien-être, de penser qu'il y a un être, un Dieu, peu importe, tant mieux en fait. Voilà. L'idée, Ouais. c'est de se sentir bien. Ok. Donc, on a parlé de méditation, on n'a pas parlé un peu de neurosciences. Moi, j'aimerais apporter ce sujet-là. Ça sera peut-être le dernier de l'émission, parce que ça, c'est pareil, la connaissance du cerveau et comment vous fonctionnez, comment vos émotions arrivent et autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que voilà, vous avez un fonctionnement dans votre cerveau, voilà, le cerveau reptilien, le néocortex, bref. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça, c'est des outils que vous utilisez également en coaching pour faire Ça prendre fait partie conscience. de la connaissance de Ouais. soi. Bah oui. Déjà, dans un premier temps, de la compréhension de pourquoi, alors que je suis motivée à faire quelque chose, j'y arrive pas. Mm. Pourquoi alors que je me dis, allez,
tu te reprends en main, tu achètes un bouquin de diététique, etc. Et puis le soir, je mange n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait dans mon cerveau pour en arriver là? Ouais. Donc, rien que cette compréhension-là, elle est importante pour pouvoir permettre le changement. Vous parliez effectivement, sans rentrer dans les détails, mais du cerveau reptilien. C'est important de comprendre ça quand on a une émotion. J'ai eu l'opportunité de parler du fonctionnement justement de notre cerveau en donnant un atelier dans un centre pénitentiaire. Ah, ok. Et ils ont été, ça a été très émouvant hein, comme atelier, très percutant aussi. Et l'un d'entre eux me dit, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont là parmi nous à cause de Alors, c'est vous reptilien. Oui, vous m'étonnez. un manque de compréhension de notre fonctionnement. Combien de personnes ne savent pas qu'effectivement, quand tu es déclenché, quand il y a une émotion qui est très très forte, la règle d'or, c'est tais-toi, décide de rien, n'agis pas, essaye de revenir au calme pour retrouver toutes tes capacités. Et quand on ne sait pas ça, bah, on pète les plombs et on y Et on va y et on va. décide et on se fait On frappe plaisir. dans le On se tas. fait plaisir. 3 secondes. Et puis après, on réalise ce qu'on a dit, Et ce ce qu'on qu'on a a fait. fait. Et ça peut être terrible. Parfois, il y a de toute façon, il va y avoir de la réparation. Mais parfois, c'est dramatique, ça. Donc, oui, de comprendre parce qu'on a un cerveau qui est absolument extraordinaire. Mhm. Et en même temps, comme disait Einstein, c'est un serviteur, normalement. Et c'est vraiment important de le remettre à sa place de serviteur. Ça ne doit pas devenir notre maître. Et en fait, un des principaux maux de notre société, à mon sens, c'est une mauvaise compréhension et une mauvaise place de notre cerveau. Mhm. C'est-à-dire que c'est lui qui décide tout. On est bien souvent esclave de nos émotions, de nos réactions. On a une mauvaise compréhension aussi de la plasticité du cerveau, puisqu'on parle de neurosciences. C'est-à-dire que moi, quand j'entends des gens dire « de toute façon, je suis comme ça et puis je ne changerai pas Voilà, exactement. », ben, c'est Mais non. bien mal connaître le cerveau que de croire ça. C'est fini cette croyance de le cerveau évolue jusqu'à une vingtaine d'années, puis après il Et après, périclite. On le sait aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Et alors, du coup, c'est hyper responsabilisant hein, parce que le coup de se cacher derrière, bah ouais, mais moi, je suis comme ça ne fonctionne pas, ça. Ça veut dire que tu es comme ça, ok, mais est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te fait avoir des bonnes relations? Si la réponse est oui, c'est génial, continue. Si la réponse est non, pose-toi les bonnes questions et tu peux évoluer. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment décider de créer des nouvelles connexions neuronales qui seront davantage propices à notre épanouissement, au fait de se sentir bien, de se sentir léger. Moi, ce qui me fait mal, c'est bien souvent de constater qu'on a transformé notre vie en quelque chose de lourd, en quelque chose de compliqué, où ça va comme un lundi, où je me dis, hey, mon Dieu, on se réveille, et puis si ça va comme un lundi, bah, pose-toi les bonnes questions pour faire en sorte que ça aille comme un vendredi soir, même le lundi matin. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que j'ai l'impression que c'est lourd et puis c'est compliqué. On a besoin de tellement plus que ça à titre individuel et à titre collectif. On vit un moment où on n'a pas besoin de creuser notre trou individuel et collectif. On a besoin de trouver des solutions. On a besoin d'être soudés. On a besoin de se monter vers le haut les uns les autres, à condition effectivement d'en avoir envie. Mais franchement, on a besoin de ça. ok. Bon, compréhension du cerveau, ça sera dans un autre épisode parce que sinon, on va passer 3 heures. Mais non, c'est hyper important, vraiment ça. J'invite aussi tous les gens qui peuvent écouter les neurosciences, enfin, en tout cas, la compréhension de votre cerveau, comprendre comment vos émotions fonctionnent, comprendre qu'est-ce qui déclenche ces émotions et comment éventuellement, eh bien, tout ça, c'est très malléable. Hein, donc, comment on peut éviter certaines situations en ayant juste la compréhension de ce qui se passe là-dedans. Voilà. Ok, bon, je pense que je pourrais parler des heures avec vous, Nathalie, mais on va quand même clôturer ça par le jeu du Bami Game dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un jeu un peu de l'intimité. Donc, je vais vous poser, je pense, 2 questions. Oui, je pense que 2 questions, ça devrait aller. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Oui et non, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, si, tiens, une question. Où est-ce que vous vous sentez le plus à la maison, chez vous? Où est-ce que je me sens le plus à la maison? Oui.
Alors, les questions sont en anglais, donc j'ai fait la traduction littérale. Mais voilà, est-ce qu'il y a un endroit qui vous inspire je suis bien à la maison là? Alors, l'endroit dans lequel je me sens vraiment bien, c'est mon bureau, en fait. Parce que j'ai vraiment créé un espace où il y a des belles énergies, où je me sens bien, je me sens inspirée, je me sens. Puis c'est mon espace, comme dans Dirty Dancing. Ça, c'est mon D'accord. espace, ça, c'est ton espace. Au-delà de ça, ma maison, puisque moi, mon bureau dépend de ma maison. Ma maison est vraiment on a l'impression d'être dans un havre de paix. J'ai la chance de vivre au cœur de la nature et ça, c'est Ah, vraiment quelque chose qui me ressource énormément. ok. Bon. Le bureau de Nathalie, il doit être très agréable. C'est là où vous recevez vos coachés ou pas? Non, moi, je travaille que sur Internet. Ok. Donc, c'est vraiment un bureau où je suis seule avec moi-même, sauf en visio. Ok, ok. Alors, est-ce que... Ouf, je ne sais pas si c'est cette question. Je ne vais pas poser cette question. Est-ce que vous êtes good at keep saying sorry. Est-ce que vous arrivez facilement à dire que vous êtes désolé? Si je le pense, je le dis. Ouais. Si je le pense pas, je le dirai pas, non. Si j'ai pas dit quelque chose ou fait quelque chose qui n'était pas approprié, je peux être désolée seulement de la manière dont la personne le perçoit, mais ça, j'ai appris que ça m'appartient pas. Ouais. Par contre, si j'ai été maladroite, parce qu'évidemment que ça m'arrive, si j'ai été maladroite ou si j'ai dit quelque chose qui n'était vraiment pas approprié, aucun souci pour que je dise effectivement que je suis désolée et que je demande effectivement pardon, ça me pose aucun problème. Ok. Et la dernière, voilà, comme ça on va finir sur la touche parentale. C'est une question que je vous ai posée en hors antenne, mais est-ce que vous avez un souvenir que vous voulez partager, que vous avez eu avec vos parents, un beau souvenir que vous avez? Ce serait un souvenir récurrent. Mes parents étaient très joueurs et nous sommes tous les trois, on a eu j'ai un frère et une sœur, on est très très joueurs. Et les souvenirs que j'ai sont des souvenirs de jeux, des souvenirs de parties de tarot, par exemple, Ah. et où on était tous les 5. Je les soupçonne d'avoir eu 3 enfants pour pouvoir jouer au tarot à 5. C'est tellement plus drôle. Oui, c'est les meilleures parties à 5, sinon ça ne sert à rien, on est d'accord. Trop compliqué ça. Et donc, ces parties-là étaient vraiment des parties où le temps n'existait pas. Et puis, il y avait vraiment que ça m'a donné le goût, parce que je joue aussi beaucoup avec mes enfants, ça m'a donné le goût de ces moments de partage qui sont des moments tout simples, en fait. Et ça, c'est des perles de bonheur pour moi. Wow. Ok. Bon, je viendrai jouer au tarot chez vous alors. Ouais. Avec plaisir. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas joué. Il n'y a pas assez de gens qui jouent au tarot. Mais c'est ça. Mais je suis d'accord sur le fait que le temps s'arrête. Et puis moi, je suis hyper compétitrice. Donc voilà, vous êtes en duo avec quelqu'un, il ne faut pas perdre, hein, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci infiniment Nathalie d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à mes questions, d'avoir donné autant de bons conseils aux personnes qui vont nous regarder. Donc moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté Nathalie, et je vous dis à la prochaine émission. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos émissions sur upgradeshow.paris, sur upgradepodcast.paris. Vous avez également du contenu, différents contenus de différentes émissions, vous le savez déjà, et vous pouvez également retrouver les informations sur les Zooms sur notre Instagram. Et évidemment, je vous donnerai toutes les informations concernant Nathalie dans la description. Elle se fera un plaisir de me donner tous les liens qui sont nécessaires pour pouvoir mettre ça en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure où vous écoutez l'émission, et je vous dis à très vite pour Be Yourself. Au revoir. Au revoir. Be yourself. Just be yourself.